Entre deux conférences AWS Summit, les nouveautés AWS des 2 dernières semaines qui ont attiré mon attention tournent autour des bases de données RDS, de Kafka et encore une nouvelle famille d'instances EC2. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, nous sommes déjà au mois de mai et c'est vrai que la nature reprend, il fait beau, les herbes grandissent dans les jardins et dans les parcs et c'est un peu la même chose côté AWS avec les summits, puisqu'il y a eu le summit de Paris au mois d'avril, il y a eu Londres, il y a Madrid cette semaine, la semaine prochaine Stockholm et Berlin. Arrêtez-vous si vous êtes à Berlin au Game Day Formula One, on pourra participer, parler ensemble, je serai là-bas toute la journée et puis la semaine d'après c'est encore Tel Aviv à Israël et puis ça sera fini pour les summits, on pourra se préparer pour reInvent, la conférence en novembre. Mais avant ça aussi une panoplie de nouveautés des 2 dernières semaines, et je vous l'ai dit dans l'intro, on va parler de RDS, de Kafka et d'une nouvelle famille d'instances EC2. Commençons par Kafka avec Amazon Managed Service Streaming for Kafka, MSK, Managed Streaming for Apache Kafka, MSK, qui existe depuis quelques années. C'est pas nouveau, ça fait 3 ans que vous pouvez déployer vos workloads Apache Kafka sans avoir à installer Kafka vous-même. C'est un service managé par AWS, mais vous deviez toujours provisionner vos serveurs et puis ajuster la capacité en fonction des besoins de votre application. Et pour simplifier cela, en novembre l'année passée, nous avons préannoncé Apache Kafka en serverless. Et bien voilà que c'est disponible et vous pouvez l'utiliser maintenant dans toutes les régions où c'est disponible. Donc avec la version serverless, vous n'avez plus besoin de provisionner votre capacité vous-même, vous n'avez plus besoin de scaler, de passer à l'échelle, que ce soit vers le haut ou vers le bas, tout ça c'est fait automatiquement pour vous. Donc le use case idéal pour Apache Kafka serverless, c'est quand vous connaissez pas la capacité dont vous avez besoin, typiquement pour les nouveaux projets ou pour des projets qui ont des grosses variations de capacité qui sont difficiles à prévoir. Ici le scaling se fera automatiquement, donc vous ne devez plus payer pour de la capacité que vous n'allez plus utiliser, vous payez uniquement pour la capacité qui est réellement allouée par le système. Amazon Managed Streaming pour Apache Kafka, MSK, en serverless est disponible aujourd'hui. Une autre semaine et un nouveau type d'instance EC2, c'est quasiment toutes les semaines maintenant qu'il y a des nouveaux types ou des nouvelles familles d'instances EC2. Celle-ci pour le stockage haute densité, c'est la famille i4i avec les nouveaux processeurs Ice Lake de Intel, les Intel Xeon Scalable. Ce sont des instances qui sont optimisées pour du stockage local. Donc il y a jusqu'à 30 terabytes de stockage SSD en local avec des throughputs qui vont jusqu'à 22 000 mégabytes par seconde sur les plus grandes avec 128 vCPU. Donc ça commence à 2 CPU et presque 500 gigas de stockage SSD. Et donc ça va jusqu'à 128 CPU avec 30 gigas sous forme de 8 disques SSD de 3,7 gigabytes chacun. À quoi servent ces instances? Typiquement, si vous avez des bases de données, vous n'utilisez pas RDS, il peut y avoir des tas de bonnes raisons pour faire ça, donc des bases de données relationnelles ou des bases de données non managées comme Couchbase, comme MongoDB par exemple, et que vous avez des applications qui sont extrêmement demandeuses en termes d'accès disques locaux. Jetez donc un coup d'œil à ces nouvelles instances i4i. Et puis il y a une panoplie de nouvelles côté RDS également, côté base de données. Alors je vais les prendre dans l'ordre où je les ai vus, donc il n'y a aucun ordre de préférence là. D'abord, RDS supporte Internet Protocol version 6, IPv6. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour des nouveaux clusters RDS, mais également pour vos instances existantes. Vous pouvez rajouter une adresse IPv6 à vos bases de données existantes, pas de migration nécessaire. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir de l'IPv6 pour vos bases de données? C'est parce qu'il y a de
plus en plus de services qui supportent IPv6 et que de plus en plus d'entre vous, de nos clients, vous nous dites je veux une infrastructure full IPv6. Et donc pour le moment, si votre application était sur un EKS par exemple avec IPv6, mais votre base de données était toujours en IPv4, il fallait passer soit par des configurations réseau un peu complexes, soit par du NATing IPv6 vers IPv4. Tout ça, ça ajoute de la complexité et de la latence. Donc maintenant, vous pouvez avoir à la fois votre application déployée sur des nœuds qui sont IPv6 et vos bases de données qui sont en IPv6. Comme ça, tout le monde parle en IPv6 et plus besoin de passer par IPv4. Donc IPv6 supporté pour Amazon RDS pour les clusters, les bases de données existantes et les nouvelles. Autre nouveauté pour Amazon RDS pour SQL, cette fois-ci qui supporte deux nouveaux types d'instances, les M6i, donc M sont les memory, les general purpose, pardon, M general purpose, vous voyez, même moi je confonds parfois les types d'instances, et puis les R6i, et les R sont bien les memory, c'est pour ça que j'ai fait la confusion, R comme RAM, jusqu'à 128 vCPU, jusqu'à 1 TB de RAM sur ces instances qui sont elles aussi cadencées par des CPU Xeon Scalable sur l'architecture Ice Lake à 3,5 GHz avec à peu près 20% d'amélioration de throughput, de performance par rapport aux instances M5 et R5 de la génération juste avant. Donc si vous êtes demandeur de haute performance pour vos bases de données MySQL sur RDS, jetez un coup d'œil au M6i et R6i. Et puis côté RDS Aurora, vous savez, cette base de données conçue pour le cloud qui est compatible avec MySQL ou Postgres. Aurora Serverless V2 débarque enfin, je crois que j'en ai déjà parlé la fois passée, avec cette capacité de passer à l'échelle beaucoup plus rapidement que Aurora Serverless V1. Donc les latences de scalabilité ont été extrêmement réduites avec la Serverless V2. Si vous aviez essayé V1 et que vous n'étiez pas tout à fait satisfait par le temps qu'il fallait pour passer à l'échelle, regardez Aurora Serverless V2. La meilleure nouvelle avec Serverless V2 est tombée cette semaine pour moi sur Aurora, et peut-être pour vous aussi, vous êtes développeur. Vous le savez peut-être pas, mais il y a un truc qui s'appelle RDS Data API sur Aurora Serverless. Donc le Data API, ça permet de se connecter à sa base de données de façon un peu différente. Typiquement, on se connecte à une base de données relationnelle avec son driver JDBC, ODBC, qui garde la connexion ouverte, persistante tout le temps. Le Data API, ça permet d'envoyer ces ordres SQL par HTTP. Et donc vous avez un endpoint HTTP auquel vous faites un appel d'API REST protégé par IAM, exactement comme vous le faites pour les autres API, et qui vous retourne le résultat en JSON. Donc c'est très pratique, surtout pour les environnements serverless où vous n'avez pas envie de garder des connexions persistantes vers la base de données en permanente, surtout à grande échelle. Ça peut flinguer votre base de données si vous avez trop de clients qui se connectent à la base de données. Imaginez des fonctions lambda par exemple qui scale. Donc le RDS API, super utile dans les environnements containers, dans les environnements serverless comme lambda par exemple. Le problème jusqu'à présent du JSON qui était retourné, c'est que c'était un JSON un peu particulier avec le type de la valeur et la valeur. Type de valeur, donc string, puis la réponse en string. Lang 1, boolean true, etc. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça au début, mais maintenant il y a une option pour retourner du vrai JSON. Quand je dis du vrai JSON, c'est le nom de la colonne en clé et puis la valeur en valeur. Donc les types ne sont plus exprimés dans le JSON, ce qui va, à vous et à moi développeurs, simplifier énormément la vie, parce qu'on pourra parser son résultat JSON de façon tout à fait standard avec le nom de la colonne utilisé en clé. Je sais pas pourquoi ça n'est pas là depuis le début. En tout cas, ça me semble la bonne chose à faire, donc je suis très content que ça soit là maintenant dans le RDS Data API d'Amazon Serverless V2. Voilà, c'est tout pour les nouveautés AWS de cette semaine. Un peu court, mais ça ne sert à rien de tirer en longueur. Je crois que j'ai pu capturer les principales nouveautés des 2 dernières semaines. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir Sébastien Lecoq, qui est responsable de l'infrastructure cloud chez Decathlon et qui nous expliquera comment Decathlon a migré vers le cloud et pourquoi, et surtout comment ils ont fermé 4 data centers, des centaines d'applications, des dizaines de milliers de serveurs qui ont été migrés vers le cloud en 4 ans. On parlera de tout ça la semaine prochaine dans le podcast. Ça sera vendredi prochain, à peu près à la même heure. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine. Passez un excellent week-end. Et d'ici la semaine prochaine, quoi que vous fassiez, quoi que vous codiez, codez-le bien.